Je n'étais pas censé entendre ça, mais ma sœur a le rire bruyant et ma mère n'a jamais su chuchoter. J'étais rentré plus tôt du travail, épuisé, avec la seule envie de m'enfermer dans ma chambre pour souffler un peu. En entrant, j'ai remarqué la lumière du salon qui se déversait dans le couloir. Mes parents étaient sur le canapé, ma sœur recroquevillée dans le fauteuil et mon frère adossé en arrière, une bière à la main. Ils ne m'ont pas vu, caché juste hors de leur champ de vision. C'est là que mon frère a lâché, presque nonchalamment, honnêtement, ce n'est qu'un portefeuille sur pattes. Ma sœur a éclaté de rire. Tant qu'il continue de payer, on continuera de faire semblant de l'apprécier. Tout le monde a ri en chœur, comme s'il s'agissait d'une vieille blague récurrente. Je me suis figé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine. Je suis resté parfaitement immobile, terrifié à l'idée qu'ils m'entendent et s'arrêtent. Ils ont continué, racontant comment je crachais toujours l'argent au bassinet, et à quel point il était facile de me convaincre d'aider. Ma mère a ajouté quelque chose sur le fait que je devais ça à la famille, et qu'il suffisait de me rappeler tout ce qu'ils avaient fait pour moi pour me faire payer. Ils riaient, mais chaque mot me faisait l'effet d'un clou qu'on m'enfonçait dans la peau. Pendant des années, c'est moi qui avais tout tenu à bout de bras. Quand papa a perdu son emploi, j'ai payé l'hypothèque. Quand les factures médicales de maman se sont accumulées, je les ai réglées sans hésiter. Je faisais des heures sup, je sautais mes vacances et je vivais dans un minuscule appartement pour pouvoir les aider. J'ai même payé les frais de scolarité de ma sœur et couvert les dettes de jeu de mon frère plus d'une fois. Je pensais qu'il l'appréciait. Je pensais qu'il tenait à moi. En les entendant à cet instant, j'ai réalisé que ce n'avait jamais été de l'amour ou de la gratitude. C'était juste par commodité. Pour eux, je n'étais ni un fils, ni un frère. J'étais un compte en banque qui respirait. J'ai eu envie de faire irruption dans la pièce et de leur hurler dessus, mais je n'ai pas pu. J'avais la gorge nouée, les mains tremblantes, et mes jambes refusaient de bouger. Alors je suis resté là, à écouter jusqu'à ce que je ne puisse plus en supporter un mot de plus. Sans rien dire, je me suis éloigné du couloir et j'ai marché jusqu'à ma chambre. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais sous l'eau. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assis au bord du lit, le regard fixé sur le sol. Leur rire résonnait encore dans mes oreilles. Mon estomac se tordait en pensant à toutes ces nuits passées à faire des heures supplémentaires pour eux. À chaque fois que j'avais dit « oui », alors que j'aurais dû dire « non ». À ce moment précis, quelque chose a basculé en moi. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose avec certitude. Quoi qu'ils aient pu penser de moi auparavant, ils allaient bientôt découvrir ce qui se passe quand le « portefeuille sur pattes » se referme pour de bon. Tout a commencé il y a des années, bien avant que je ne réalise ce que ma famille pensait vraiment de moi. Mon père avait perdu son emploi du jour au lendemain, et j'avais eu l'impression que notre monde s'écroulait. Il travaillait là depuis des décennies, mais un jour, il est rentré avec ce regard vide, tenant un petit carton avec ses affaires. Ma mère avait déjà des problèmes de santé à l'époque, donc elle ne pouvait pas travailler. Ses factures médicales s'empilaient plus vite qu'on ne pouvait les suivre, et le téléphone semblait sonner toutes les heures pour réclamer des paiements. Je commençais tout juste à bien gagner ma vie, rien de fou, mais assez pour m'en sortir. Je me suis dit, la famille passe avant tout. Alors je n'ai même pas hésité. J'ai pris des quarts supplémentaires. Quand ça ne suffisait pas, j'ai pris un deuxième boulot. Pendant un temps, je partais avant le lever du soleil et je rentrais près de minuit, carburant au café et avec peut-être 4 heures de sommeil. Je me disais que ça en valait la peine, que les choses s'arrangeraient si je tenais bon. J'ai emménagé dans un petit 2 pièces pour économiser. Ce n'était pas grand-chose, carrelage fissuré dans la salle de bain, voisins qui se disputaient assez fort pour que j'entende chaque mot, mais c'était pas cher. Chaque dollar que je ne dépensais pas pour moi servait à payer l'électricité de mes parents, à remplir leur frigo et à payer leurs prêts immobiliers. Ma propre nourriture était devenue secondaire. J'ai passé des semaines à ne manger que des nouilles instantanées et tout ce qui était en promo à l'épicerie. Si j'achetais de la viande, c'était le morceau le moins cher, souvent en gros pour pouvoir le congeler et le faire durer. Je me souviens d'avoir trouvé une fois un pain à moitié prix, proche de la date de péremption, et d'avoir eu l'impression d'avoir gagné au loto. Quand ma vieille voiture a commencé à rendre l'âme, au lieu d'acheter quelque chose de fiable, je l'ai vendue pour une bouchée de pain et j'ai acheté une épave d'occasion qui roulait à peine. Pas de clim en été, pas de chauffage en hiver, mais je me disais que ça allait. J'ai annulé un voyage prévu avec des amis depuis plus d'1 an parce que les frais de scolarité de ma sœur étaient dus.
Je me suis dit qu'il y aura d'autres voyages. Il n'y en a pas eu. Chaque fois que je donnais, il me remerciait. Mon père me tapait dans le dos, ma mère me serrait fort en disant « On ne pourrait pas y arriver sans toi ». Ma sœur m'envoyait des émojis cœur quand je payais ses livres ou son loyer. Même mon frère, qui n'était pas très bavard, me faisait un signe de tête en disant « J'apprécie, mec ». À l'époque, je croyais que tout ça était vrai. Je croyais qu'il voyait les efforts, les sacrifices. Les années ont passé ainsi. Je m'étais tellement habitué à travailler jusqu'à l'épuisement et à leur donner tout ce dont ils avaient besoin que j'avais arrêté de penser à ma propre vie. Chaque salaire était déjà à moitié dépensé avant même d'arriver sur mon compte. Chaque projet que je faisais pour moi finissait par être annulé ou reporté pour eux. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que j'ai abandonné sans même me poser de questions. Je pensais qu'on était soudés. Mais s'ils ne m'ont jamais vu que comme celui qui payait les factures, alors la vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille comme je le croyais. Et si c'est le cas, que se passe-t-il quand le portefeuille finit par se fermer? Après cette nuit où j'ai entendu ce qu'ils pensaient vraiment de moi, je ne pouvais plus les regarder de la même façon. Je n'ai rien dit tout de suite. À la place, j'ai décidé de voir ce qui se passerait si je n'étais pas aussi prompt à sortir mon argent. J'ai commencé doucement. Quand ils demandaient de l'aide pour une facture, je leur disais que j'attendais ma paie et je l'envoyais quelques jours plus tard. S'ils voulaient une grosse somme, j'en envoyais moins en disant que je ne pouvais pas couvrir le reste pour l'instant. Ils n'ont pas mis longtemps à remarquer. Le ton amical qu'ils utilisaient toujours pour demander de l'argent a commencé à s'effacer. Ma mère a été la première à montrer sa frustration. Elle m'a appelé un après-midi, la voix sèche. Elle a dit que le stress de papa crevait le plafond à cause des factures et m'a demandé si j'essayais de l'envoyer à l'hôpital. Pas de « comment vas-tu » ni « est-ce que tout va bien pour toi », juste une culpabilisation directe. Ensuite, c'était ma sœur. Elle m'a envoyé un texto tard le soir, « Tu ne peux pas juste arrêter de payer mon loyer. Tu veux que je me fasse virer ?» Pas un seul mot sur la façon dont elle pourrait essayer de se débrouiller seule. Aucune offre de remboursement, juste de la pure colère parce que je n'intervenais pas comme d'habitude. Mon frère ne disait pas grand-chose directement, mais j'ai remarqué qu'il avait arrêté de faire la causette. Quand il me contactait, c'était uniquement pour demander de l'argent pour des urgences. Si j'hésitais, les messages devenaient plus courts et plus froids. Il est devenu clair, plus vite que je ne l'espérais, que la chaleur que je croyais réelle n'était là que lorsque l'argent coulait à flot. Sans ça, les conversations se transformaient en exigences et en reproches. C'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur, et maintenant je voyais qui ils étaient vraiment, sans le masque. Une partie de moi espérait encore que je m'étais trompé sur ce que j'avais entendu dans le salon, que c'était peut-être juste une mauvaise blague. Mais leur réaction actuelle dissipait tout doute. L'amour et la gentillesse que je pensais recevoir d'eux n'étaient pas inconditionnels. Ils avaient un prix, et dès que j'ai arrêté de payer, ils ont disparu. J'ai continué à jouer le jeu de mon côté, prétendant que j'étais juste occupé ou que j'avais un mois difficile. Mais intérieurement, j'étais très attentif. Je les testais, et ils échouaient à chaque fois. Ils se fichaient de moi, seulement de ce que je pouvais leur donner. Au bout de quelques semaines, j'avais ma réponse. Ce n'était pas une famille qui me voyait comme un fils ou un frère. Pour eux, je n'étais rien de plus que la personne qui maintenait la lumière allumée, payait le loyer et résolvait leurs problèmes avec mon compte en banque. Et maintenant que j'en étais sûr, j'en avais fini d'être cette personne. Je ne leur ai pas révélé mes plans. Je n'ai donné aucun avertissement. Je savais juste que mon prochain mouvement ne serait ni petit, ni subtil. Cette fois, ils n'allaient rien voir venir. Une fois certain de ce qu'ils pensaient de moi, j'ai commencé à planifier en silence. Je n'ai fait aucun mouvement brusque qui aurait pu me trahir. En apparence, j'agissais comme d'habitude. Je répondais à leurs appels, j'envoyais des réponses polies à leurs textos, et j'ai même couvert quelques petites choses pour qu'ils croient que rien n'avait changé. Mais chaque jour, je prenais des mesures discrètes pour couper les ponts complètement. La première chose que j'ai faite a été de fermer les comptes joints. Il y en avait quelques-uns auxquels ils avaient accès pour les urgences, mais je savais que la plupart du temps, l'argent servait à des choses loin d'être urgentes. Je suis allé à la banque et je les ai fermés sans dire un mot. Le guichetier ne le savait pas, mais chaque signature que j'apposais ressemblait à un maillon de chaîne que je brisais. Ensuite, j'ai retiré tout l'argent de l'épargne commune. Ce compte était destiné aux besoins de la famille.
mais après les avoir entendus parler de moi comme d'un simple portefeuille ambulant, je n'allais plus les laisser le vider. J'ai viré chaque dollar sur un nouveau compte que moi seul pouvais toucher. Je l'ai ouvert à mon nom uniquement, en m'assurant qu'il n'avait aucun lien avec ceux qu'ils connaissaient. J'ai aussi annulé toutes les cartes dont ils avaient des copies. Au fil des ans, je leur avais donné des cartes, au cas où, pour les urgences. Je leur avais fait confiance, pensant que cela facilitait les choses pour tout le monde. En réalité, cela leur avait juste facilité la tâche pour dépenser mon argent sans demander. Une à une, j'ai appelé les banques et bloqué chaque compte, imaginant leur visage quand les cartes cesseraient de fonctionner. Après ça, j'ai fait virer mon salaire ailleurs. Auparavant, ils tombaient sur le même compte depuis des années, un compte qu'ils connaissaient bien. Je ne doutais pas qu'ils surveillaient quand je recevais ma paie pour caler leurs demandes. Désormais, mes revenus allaient directement sur le nouveau compte. J'ai gardé l'ancien ouvert avec seulement quelques dollars dessus, juste assez pour paraître normal au cas où ils demanderaient. Pendant que je faisais tout ça, j'ai pris le temps de lister tout ce pourquoi ils comptaient sur moi. Le prêt immobilier? C'était moi. Les factures? Encore moi. Les frais de scolarité de ma sœur? Toujours moi. Courses, frais médicaux, réparation de voitures, remboursement de prêts. Je couvrais tout. J'ai tout noté pour pouvoir tout arrêter d'un seul coup, comme débrancher une machine. Je n'ai pas précipité les choses. Je savais que si j'allais trop vite, ils remarqueraient et commenceraient à poser des questions. Je voulais qu'ils n'aient aucun indice jusqu'au moment fatidique. Avec eux, je gardais un ton léger, je plaisantais sur le travail, et j'envoyais même quelques petits virements juste pour maintenir l'illusion de normalité. Dans ma tête, j'avais déjà nommé le jour où ça arriverait. Le jour de la rupture. Ce jour-là, tout ce pourquoi ils dépendaient de moi s'arrêterait d'un coup. Ils n'auraient pas le temps de s'ajuster ou de se préparer. Ce serait comme une coupure de courant brutale. Et quand ça arriverait, ils sauraient enfin à quoi ressemble la vie sans leur soi-disant portefeuille sur pattes. Après avoir mis mon plan en marche, j'ai décidé qu'il me fallait plus que ma simple parole sur ce qu'ils avaient fait. Si j'allais les couper complètement, je voulais des preuves. Quelque chose de solide qui montrait exactement comment ils me voyaient. Je ne leur faisais pas confiance pour ne pas déformer l'histoire plus tard et me faire passer pour le méchant. Alors j'ai commencé à collecter discrètement tout ce que je pouvais. La première chose a été d'enregistrer certains appels téléphoniques. Dès que je sentais que la conversation allait virer à la demande d'argent, je m'assurais que l'application d'enregistrement de mon téléphone tournait avant de décrocher. Il n'a pas fallu longtemps pour en avoir plein. Certains étaient subtils, avec des allusions sur le fait que les temps étaient durs et que je devrais aider un peu plus. D'autres étaient brutaux, avec des exigences sur des factures à payer le jour même ou des remarques sur le fait que je faisais de la rétention. J'ai tout gardé. J'ai aussi commencé à sauvegarder les SMS. Dès qu'ils m'envoyaient quelque chose d'insistant ou de culpabilisant, je faisais une capture d'écran. J'ai commencé à remarquer des schémas, comment ils commençaient sur un ton amical pour devenir rapidement agressifs si je ne répondais pas assez vite ou ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas juste une demande d'aide. C'était une question de contrôle. Puis je suis tombé sur quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Je scrollais en ligne quand j'ai trouvé une publication publique de ma sœur sur les réseaux sociaux. Elle plaisantait avec ses amis dans les commentaires sur le fait qu'elle avait, très la vache à lait familiale, encore une fois, et qu'elle partait en voyage grâce à moi. Elle riait même de la facilité avec laquelle elle sortait la carte de la pitié, quand elle avait besoin d'argent. Elle ne prenait même pas la peine de cacher mon rôle. C'était clair pour n'importe qui lisant ça que j'étais celui qui finançait sa vie. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran. Le pire moment a été quand j'ai surpris ma mère au téléphone avec sa sœur. J'avais répondu à leur appel plus tôt, mais au lieu de raccrocher quand elles sont passées à leur propre conversation, j'ai coupé mon micro et j'ai écouté. Ma mère parlait de moi. Elle a dit, s'il arrête un jour de payer, on le fera culpabiliser jusqu'à ce qu'il craque. Ça marche toujours. Ma tante a ri en approuvant. Entendre ces mots de la bouche de ma propre mère m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais entendu auparavant. J'ai tout enregistré. Pièce par pièce, j'ai monté un dossier. J'ai tout organisé, étiquetant chaque enregistrement et capture d'écran avec la date et le contenu. Je n'ai rien dit à personne. J'ai tout stocké dans un dossier caché sur mon ordinateur, puis sauvegardé sur un disque externe, juste au cas où. Quand j'ai eu fini, j'ai donné au dossier un nom explicite, preuve, portefeuille sur pattes.
Je ne savais pas exactement quand je l'utiliserais, mais le simple fait de l'avoir me donnait l'impression de reprendre le contrôle. Pendant des années, ils avaient pris sans vergogne, croyant que je ne réagirais jamais. Maintenant, j'avais leurs propres mots et actions prêts à parler pour moi. Le jour que j'attendais est enfin arrivé. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et je me suis assis à mon bureau. Tout ce que j'avais à faire était déjà planifié dans une liste claire. Pas de place pour le doute. J'avais été patient, prudent et silencieux. Aujourd'hui, tout s'arrêtait. La première étape était le prêt immobilier. Pendant des années, le paiement était prélevé automatiquement sur mon compte. Je me suis connecté à la banque, j'ai trouvé l'échéancier et je l'ai annulé. Juste comme ça, la maison ne serait plus payée par moi. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais précipité pour couvrir ça afin qu'ils ne perdent pas leur toit. Désormais, ce n'était plus mon problème. Ensuite, les charges, électricité, eau, Internet. Tout sortait de mon compte sans faute. Je suis allé sur chaque compte un par un, j'ai supprimé mon moyen de paiement et fermé mon accès. S'ils voulaient garder la lumière allumée ou l'eau courante, ils devraient se débrouiller. Après ça, je suis passé aux frais de scolarité de ma sœur. Je payais chaque semestre sans qu'elle lève le petit doigt pour contribuer. J'ai appelé le bureau des paiements de l'université, expliqué que je ne serais plus responsable du compte et retiré mes informations. La femme au téléphone a confirmé poliment, ignorant que c'était bien plus qu'une chaîne de paiement. C'était la fin d'une habitude qui m'avait vidé pendant des années. Quand la dernière tâche de ma liste fut accomplie, je me suis adossé à ma chaise. C'était une sensation étrange, calme. Pendant si longtemps, mon argent quittait mon compte automatiquement, comme une fuite constante avec laquelle j'avais appris à vivre. Maintenant, la fuite était colmatée. Je savais que je ne pouvais pas juste laisser les choses s'estomper sans rien leur dire. Je voulais que ce soit clair et définitif. Alors j'ai ouvert une conversation de groupe avec ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. Je n'ai pas écrit une longue explication. Je n'ai pas essayé de me défendre, ni invité au débat. J'ai simplement tapé, à compter d'aujourd'hui, je ne vous soutiendrai plus financièrement. C'est définitif. J'ai appuyé sur envoyer et posé mon téléphone sur la table. Pendant quelques secondes, le silence. Puis les appels ont commencé. D'abord ma mère, puis ma sœur, puis mon frère. L'un après l'autre, coup sur coup. Comme je ne répondais pas, les messages ont commencé. Certains étaient colériques, m'accusant d'être égoïste. D'autres tentaient la culpabilisation, disant que j'abandonnais ma famille. Quelques-uns n'étaient que pure rage. Je n'en ai pas ouvert la plupart. Je n'ai répondu à aucun. Je suis resté assis là, sirotant la fin de mon café, écoutant le téléphone vibrer encore et encore sur la table. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. À la fin de la journée, il y avait des dizaines d'appels manqués et un mur de textos non lus. Je n'ai ressenti aucune envie de m'expliquer. Ils avaient clairement montré depuis longtemps qu'ils ne s'intéressaient qu'à ce que je pouvais leur donner. Maintenant, il n'y avait plus rien à prendre. Après les avoir coupés, je savais qu'ils raconteraient leur version de l'histoire aux gens. Ils me dépeindraient comme un ingrat, un égoïste, un cœur de pierre. Je ne voulais pas débattre avec eux directement, mais je n'allais pas non plus les laisser déformer la vérité. C'est là que j'ai décidé d'utiliser tout ce que j'avais collecté. Un soir, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai ouvert un post vierge sur un forum populaire où les gens partagent des histoires personnelles. Je me suis assuré que mon pseudo ne pouvait pas remonter jusqu'à moi. J'ai commencé par le début, écrivant ce qui s'était passé avec des détails clairs et simples. Comment je les avais soutenus pendant des années, comment j'avais surpris leurs blagues sur moi, et comment leur gentillesse s'était évaporée quand j'avais ralenti l'argent. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai joint les captures d'écran de leurs textos, montrant leurs exigences, leurs insultes et leur chantage affectif. J'ai uploadé de courts extraits audio de leur voix, riant et m'appelant leur portefeuille. J'ai même inclus l'extrait où ma mère disait à sa sœur qu'il me ferait culpabiliser jusqu'à ce que je craque. J'ai flouté les noms et les adresses privées, mais le contenu parlait de lui-même. Quand j'ai posté, je n'attendais pas grand-chose. Je pensais que quelques personnes le liraient et passeraient à autre chose. Mais en quelques heures, le fil a explosé. Des milliers de commentaires ont afflué, et presque tous étaient de mon côté. Les gens partageaient leurs propres histoires d'exploitation familiale. D'autres me disaient que j'avais fait ce qu'il fallait. Certains ont même qualifié le comportement de ma famille de dégoûtant.
Il n'a pas fallu longtemps pour que le post se répande hors du forum. Quelqu'un l'a partagé sur les réseaux sociaux, et c'est devenu viral. J'ai commencé à voir des parties de mon histoire repostées dans des endroits dont j'ignorais l'existence. Les commentaires et les réactions continuaient de s'accumuler, et bientôt, ce n'était plus seulement des inconnus qui lisaient. Ma famille élargie l'a vu. Certains m'ont envoyé des messages privés pour dire qu'ils étaient choqués. Quelques-uns étaient en colère que j'ai rendu ça public, mais je m'en fichais. Les voisins de mes parents l'ont vu aussi. La nouvelle s'est vite répandue dans ma ville natale. Les gens ont commencé à reconnaître la situation, même sans les noms. Les retombées ont été rapides. Ma mère, qui était active dans son église, a été discrètement remerciée de son poste au comité. Les amis de ma sœur ont arrêté de l'inviter. Mon frère a été confronté par des gens qui avaient lu le post, et il n'a pas su quoi dire pour sa défense. Je suis resté silencieux tout le temps, n'admettant jamais publiquement que c'était moi. Mais en privé, j'ai envoyé le lien dans le groupe de discussion avec mes parents, ma sœur et mon frère. Pas d'explication, pas de mots superflus, juste le lien. Après 1 minute, j'ai fait suivre d'un court message, profitez de l'attention. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'ils l'avaient lu, et je savais qu'ils détestaient que tout le monde l'ait lu aussi. Pendant des années, ils avaient été heureux de rire de moi dans mon dos. Maintenant, le monde riait d'eux, et je n'en étais pas le moins du monde désolé. Il n'a pas fallu longtemps pour que les effets les frappent. En quelques mois, mes parents ont eu des ennuis avec la banque. Sans les paiements hypothécaires que je faisais, ils ont commencé à recevoir des avis. Au début, ils pensaient pouvoir rattraper le coup, mais les pénalités de retard et les impayés s'accumulaient. Bientôt, la banque a mis la maison en saisie. Je l'ai appris par un cousin qui pensait que me le dire me ferait changer d'avis. Ce ne fut pas le cas. Ma sœur n'a pas tenu longtemps à la fac après que j'ai arrêté de payer. Elle a essayé de rassembler de l'argent en travaillant à temps partiel, mais ce n'était pas assez. Son loyer, ses livres et autres frais s'empilaient. Un jour, j'ai vu un post en ligne où elle se plaignait des règles de scolarité injustes. Je connaissais la vérité. Elle venait de perdre son ticket gratuit. 1 mois plus tard, elle a complètement abandonné. La situation de mon frère était encore pire. Il avait toujours eu des problèmes de jeu, et je l'avais renfloué plus de fois que je ne pouvais compter. Sans moi, ses dettes l'ont rattrapé à toute vitesse. J'ai entendu dire que des usuriers s'étaient pointés chez lui, tambourinant à la porte. Il a commencé à éviter les gens en ville et sortait à peine de chez lui. Le reste de la famille n'est pas resté silencieux. Certains proches m'ont appelé directement, disant que j'avais tourné le dos à mon propre sang. Ils me racontaient à quel point c'était dur pour mes parents, comme si je ne le savais pas déjà. Ils disaient que j'étais froid et égoïste, que j'étais censé prendre soin de la famille quoi qu'il arrive. Je les écoutais, mais je ne débattais pas. J'avais passé assez d'années à me justifier. Tout le monde n'était pas contre moi. Quelques proches m'ont contacté discrètement pour dire qu'ils comprenaient. Ils avaient vu combien j'avais donné au fil des ans, et combien peu j'avais reçu en retour. Certains ont même admis qu'ils soupçonnaient ma famille de profiter de moi. Ces messages ne m'ont pas rendu fier, mais ils m'ont rappelé que je n'étais pas fou d'avoir fait ce que j'avais fait. À travers tout ça, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié, mon temps, ma santé, mon propre avenir, et comment ils en avaient ri dans mon dos. Je me rappelais la voix de ma mère sur cet enregistrement, parlant de me faire culpabiliser jusqu'à ce que je craque. Je me rappelais ma sœur se vantant auprès de ses amis de m'utiliser. Et je me rappelais mon frère me traitant de portefeuille sur pattes, comme si ce n'était rien. Ils avaient fixé les règles. Ils avaient décidé que je n'étais pas de la famille, juste une source d'argent. Je n'ai fait que suivre leurs règles jusqu'au bout. La différence, c'est que j'ai joué plus intelligemment. Ils pensaient que je continuerais à payer pour toujours, peu importe ce qu'ils disaient ou faisaient. Ils avaient tort. Quand je suis parti, je n'ai pas seulement arrêté d'envoyer de l'argent. J'ai arrêté de les laisser me contrôler. Et maintenant, chaque problème qu'ils rencontraient était le leur, et le leur seul. Je leur avais finalement donné exactement ce qu'ils pensaient que je valais. Rien de plus, rien de moins. C'était un après-midi calme quand j'ai entendu frapper à ma porte. Au début, j'ai cru que c'était une livraison, mais les coups ne s'arrêtaient pas. En regardant par le Judas, je les ai vus, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère, tous plantés là.
Je voyais à leur visage que ce n'était pas une visite de courtoisie. J'ai entrouvert la porte juste assez pour rester dans l'encadrement. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère s'est avancée et a commencé à parler vite. Sa voix oscillait entre douceur et agressivité, comme si elle n'arrivait pas à décider si elle devait supplier ou accuser. Elle a dit qu'ils galéraient, qu'ils étaient sur le point de tout perdre, et que j'aggravais les choses. Puis son ton a changé, et elle a dit que je devrais avoir honte de tourner le dos à ma propre famille. Mon père ne disait pas grand-chose, bras croisés, me foudroyant du regard. Ma sœur essayait de paraître raisonnable, disant qu'on pouvait repartir à zéro, si je les aidais juste cette dernière fois. Mon frère, lui, avait l'air en colère depuis le début. Il marmonnait des choses dans sa barbe sur le fait que je prenais la grosse tête. Comme je ne répondais pas tout de suite, ma mère a réessayé. « On est toujours ta famille », a-t-elle dit, la voix plus basse cette fois, comme si ça devait avoir un sens puissant. Je n'ai pas répondu avec des mots. À la place, j'ai mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone et ouvert l'un des enregistrements. J'ai appuyé sur lecture et je l'ai tenu en hauteur pour qu'ils puissent tous entendre. C'était l'enregistrement du salon, celui où mon frère disait, honnêtement, ce n'est qu'un portefeuille sur pattes, suivi du rire de ma sœur disant, tant qu'il continue de payer, on continuera de faire semblant de l'apprécier. Le rire de ma mère y était aussi. Le son a rempli l'espace entre nous. Personne ne parlait. L'enregistrement a continué pendant une autre minute, chaque seconde plus lourde que la précédente. J'ai regardé leurs expressions changer. Le visage de ma sœur est devenu livide, les yeux de mon frère ont fui mon regard, et ma mère avait l'air de vouloir dire quelque chose mais ne pouvait pas. Quand le clip s'est terminé, j'ai baissé le téléphone sans rompre le contact visuel. Je n'avais pas besoin de dire un seul mot. Tout ce qui devait être dit était déjà dans cet enregistrement. Mon frère a juré dans sa barbe et s'est tourné vers la porte. Ma sœur a suivi rapidement, gardant les yeux au sol. Mon père a marmonné un truc que je n'ai pas saisi, puis est sorti. Ma mère est restée un instant de plus, comme si elle allait réessayer, mais elle a juste secoué la tête et est sortie sans se retourner. J'ai fermé la porte derrière eux. Un instant, je suis resté là dans le silence, n'entendant rien d'autre que ma propre respiration. Ils n'ont plus frappé. Ils n'ont pas appelé depuis la voiture. Ils sont juste partis. Je savais que c'était la dernière fois qu'ils venaient chez moi. Tout ce qu'ils avaient espéré obtenir de moi avait disparu, et toute chance qu'ils avaient de prétendre que rien ne s'était passé venait d'être effacée par leur propre voix. J'ai emballé mes affaires lentement, laissant derrière moi l'endroit où tant de choses s'étaient passées. Il n'y avait pas d'urgence. Chaque carton que je scotchais me semblait être un pas de plus loin de la vie dans laquelle j'étais coincé depuis des années. Quand j'ai finalement chargé la dernière de mes affaires dans la voiture, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'à ce que la ville que je connaissais soit loin dans le rétroviseur, et que l'horizon devant moi soit nouveau et inconnu. L'appartement dans lequel j'ai emménagé n'était pas immense, mais c'était le mien. Le loyer était plus élevé que ce que j'avais l'habitude de payer, mais je pouvais me le permettre sans problème maintenant que je ne soutenais plus une maison pleine de gens. Pour la première fois depuis des années, j'ai meublé un endroit exactement comme je le voulais. Pas de canapé d'occasion, pas de lampe cassée, pas d'économie de chaque centime, juste au cas où quelqu'un de la famille aurait besoin de plus. J'ai commencé à faire des choses que je ne m'étais jamais autorisé avant. J'ai réservé un voyage vers un endroit que j'avais toujours voulu voir, juste parce que je le pouvais. J'ai acheté des vêtements qui m'allaient bien et dans lesquels je me sentais bien. J'ai repris des hobbies que j'avais repoussés pendant des années, passant des heures à apprendre de nouvelles compétences sans me soucier du coût. La liberté semblait étrange au début. Je m'attendais toujours à ce que mon téléphone vibre avec une autre demande d'argent, une autre urgence à régler. Mais les appels ne venaient jamais, ou s'ils venaient, je ne répondais pas. Cette partie de ma vie était finie. Dans cette nouvelle ville, personne ne me connaissait comme le gars qui payait tout. Je n'étais pas le portefeuille. J'étais juste une personne rencontrant d'autres personnes, créant des liens. J'allais à des dîners, j'ai rejoint un club local et j'ai commencé à parler aux voisins. Les amitiés se formaient naturellement, sans ficelle cachée ni dette tacite flottant dans l'air. C'était calme parfois, plus calme que ce à quoi j'étais habitué. Mais le calme n'était pas vide. C'était paisible. J'ai réalisé à quel point mon ancienne vie avait été remplie de bruit. Les exigences, les reproches, le cycle sans fin de donner sans jamais rien recevoir de vrai en retour. Je ne pensais plus à la vengeance. Je n'en avais pas besoin. La meilleure revanche avait été de partir,
leur retirant la seule chose qu'il n'ait jamais voulu de moi. Maintenant, je voyais à quoi ressemblait la vie quand chaque choix que je faisais m'appartenait. Un soir, je me suis assis sur mon balcon, un verre à la main, les lumières de la ville s'étendant devant moi. J'ai pensé aux gens qui s'appelaient autrefois ma famille, et à la vitesse à laquelle ils avaient disparu quand l'argent s'était arrêté. Il s'avère que lorsque vous cessez d'être le portefeuille de quelqu'un, vous découvrez très vite qui était vraiment de la famille, et qui ne faisait que du shopping. Et vous, qu'auriez-vous fait? Partir pour de bon ou essayer de pardonner? Je continue de me demander à quel point les choses auraient pu être différentes s'il l'avait vu comme autre chose que son argent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je veux vraiment savoir. Si vous aimez les histoires de trahison et de vengeance comme celle-ci, restez dans le coin. Il y en a plein d'autres à venir, alors abonnez-vous pour ne rien manquer.